Bonjour. Je crois que je vais me présenter toute seule. Bonjour à toutes et à tous. Je suis Caroline Garnier, la DRH de SAP France. Je suis ravie d'avoir l'opportunité de partager avec vous quelques mots sur un sujet que vous allez découvrir si j'ai bien compris, parce qu'il n'est pas marqué sur le programme, donc je pense que vous ne savez pas à quelle conférence vous allez assister maintenant. Donc je vais partager le thème, je ne sais pas si ça va être beaucoup plus vous éclairer. L'idée, c'est d'échanger avec vous sur la symétrie des attentions. Est-ce que cette terminologie évoque quelque chose pour vous ? Oui, non, pas du tout. Très bien. Eh bien, je suis donc impatiente de vous faire découvrir cette notion. Bon, l'idée, c'est de témoigner sur la symétrie des attentions que l'on applique au sein de SAP. Alors peut-être tout d'abord quelques mots sur SAP parce que je ne suis pas sûre que ce soit très très connu en région méditerranéenne. C'est une société internationale qui comporte 90 000 collaborateurs au niveau mondial, 2500 en France, une soixantaine dans la région méditerranéenne, puisqu'elle vient de s'implanter il y a quelques années maintenant. Cette société, c'est une société qui est spécialisée dans l'ERP et le cloud, et dont l'objectif est de proposer, enfin d'aider, d'accompagner nos clients via nos applications, notre expertise, nos solutions, dans leur transformation digitale. L'objectif, c'est d'aider nos clients à simplifier leurs relations avec leurs propres clients, leurs collaborateurs, leurs processus. Donc c'est un process de bout en bout qu'on propose. Ça peut passer par la supply chain, par la gestion des voyages, des expenses, etc. D'un point de vue RH, je dirais qu'on a des enjeux qui sont assez similaires à toutes les entreprises de notre taille dans notre secteur. C'est-à-dire qu'on a des enjeux d'attraction des talents, de développement de nos collaborateurs, de formation, également de fidélisation de nos collaborateurs dans un marché qui est assez dynamique et assez tendu, en tout cas en France, et d'augmentation de l'engagement de nos collaborateurs. Et j'en viens donc à la symétrie des attentions. Et vous allez voir le lien qu'il y a avec la digitalisation. Ces dernières années, je crois qu'on est tous d'accord pour dire que la digitalisation a transformé notre quotidien, qu'elle a simplifié, voire enrichi nos relations avec notre écosystème, notre environnement. Nos collaborateurs sont avant tout des personnes comme les autres. Donc l'expérience qu'ils ont quotidiennement, ils s'attendent quelque part à la retrouver dans leur monde professionnel. Et il s'avère que souvent, ils ont l'impression, en arrivant dans l'entreprise, qu'il y a une sorte de régression. Donc ça, c'est un des points clés de la symétrie des attentions. Donc je vais partager avec vous comment la symétrie des attentions, c'est-à-dire je vais la définir pour que ça soit plus clair peut-être pour vous. La symétrie des attentions, c'est part du postulat en fait que la relation collaborateur-entreprise, la qualité de cette relation doit être la même que celle que l'entreprise a avec ses propres clients. Donc en quoi, nous, en tant que RH, finalement, on a la même approche que le business, c'est-à-dire que notre objectif, c'est la satisfaction de nos clients internes, c'est-à-dire nos collaborateurs. Si on apporte une expérience à nos collaborateurs qui est sublimée, ils vont nécessairement être attachés plus à l'entreprise, être plus engagés, et également, ça va se répercuter sur leur relation avec les clients. C'est clair pour ce qui est de la notion? Okay. Donc, face à ces enjeux de rétention, notamment des clients, etc., et des attentes de nos collaborateurs qui sont générées par la digitalisation, c'est-à-dire qu'ils attendent un certain nombre de choses comme ils ont dans leur quotidien avec Amazon, c'est-à-dire des procédures simples, fluides, comme à la maison. Et on s'attache donc à faire vivre à nos collaborateurs cette expérience de bout en bout. Je vais prendre un parallèle, par exemple, et vous allez voir comment on se comporte avec nos clients internes, donc nos collaborateurs, comme nous nous comportons avec nos clients externes. Par exemple, si je fais un parallèle avec nos clients, qu'est-ce qu'ils attendent aujourd'hui ? Il y a quelques années, un commercial allait voir un client, en tout cas un commercial SAP, il arrivait pour vendre la solution SAP. Maintenant, on se positionne très différemment. C'est-à-dire qu'on arrive chez le client, qu'est-ce que le client attend ? On se pose lui, il attend qu'on comprenne son métier, ses problématiques, ses enjeux, qu'on anticipe ses besoins et qu'on lui propose une solution qui correspond parfaitement à ses besoins, idéalement qu'il soit innovante et qu'il embarque pour le futur. On lui propose une expérience finalement personnalisée de bout en bout. D'ailleurs, c'est tellement vrai
que chez SAP, on recrute maintenant des DRH ou des financiers qui parlent à nos clients DRH, à nos clients financiers, à la supply chain, etc. On ne recrute plus des profils commerciaux standards. Ce qui pose d'autres questions en termes d'intégration et de vente. Eh bien, au sein de la RH, au sein des SAP, on fonctionne exactement de la même façon. C'est-à-dire qu'avant toute mise en place, que ce soit d'un outil, d'un programme, d'une initiative, on se pose exactement la même question, c'est-à-dire qu'est-ce que nos collaborateurs, qu'est-ce qu'ils aimeraient voir, de quoi rêvent-ils ? C'est comme ça que nous procédons. Il y a vraiment, du coup, ce sont les besoins de nos collaborateurs et leurs attentes qui président à la réflexion de nos outils et de nos programmes et non pas l'inverse. Donc on est convaincu que c'est en offrant cette expérience personnalisée et unique à nos collaborateurs et managers que nous servirons aussi l'expérience client. Donc, je vais vous illustrer cette symétrie des attentions sous deux angles. La première partie, c'est en quoi la digitalisation est vraiment au cœur de la transformation de l'expérience collaborateur. Et la deuxième partie, parce que l'un ne va pas sans l'autre, c'est en quoi l'humain est au cœur de toutes nos attentions. Parce que la digitalisation, on va voir que c'est un outil qui aide notamment les RH, mais évidemment, ça ne fait pas tout, et Dieu merci. Donc nos collaborateurs, comme je disais, qu'est-ce qu'ils attendent ? Ils attendent plus de flexibilité, comme la possibilité de gérer leurs relations employeurs avec leur employeur, donc avec nous, sans aucun intermédiaire, sans devoir s'adresser systématiquement à quelqu'un. Et qu'est-ce qu'ils souhaitent ? C'est de pouvoir faire cela de n'importe quel endroit, à n'importe quel moment, comme ils le font quand ils vont sur Google, Amazon, etc. Et de plus, ils souhaitent être autonomes sur des tâches, je dirais plutôt simples, et pouvoir organiser leur travail comme ils l'entendent et leur temps. Donc nous offrons maintenant un service RH qui est un service de bout en bout, c'est-à-dire qui couvre l'intégralité du parcours collaborateur. Nous avons une application RH au sein des SAP qui permet à nos salariés d'accéder à plus de 100 services RH qui couvrent vraiment l'intégralité donc du parcours collaborateur, c'est-à-dire que ça va du recrutement jusqu'au départ du salarié. Cette expérience, elle est personnalisée, c'est-à-dire que le collaborateur a un accès qui dépend de son rôle, donc de son métier. Un manager va avoir un autre accès, un exécutif un autre accès. Donc, vous allez me dire, tout ça n'est pas finalement très nouveau. Aujourd'hui, tout collaborateur doit avoir accès à ses congés, à ses données de formation, à ses données personnelles, etc. Qu'est-ce que le collaborateur souhaite également maintenant ? C'est être acteur. Donc, il a également la possibilité, au sein des SAP en tout cas, de pouvoir opérer un certain nombre de modifications. Par exemple, un collaborateur va pouvoir changer ses données bancaires, changer son adresse personnelle, etc. Un manager, lui, va également pouvoir gérer de bout en bout le parcours de son collaborateur. Alors évidemment dans le respect des politiques de l'entreprise et des politiques locales et législatives, mais par exemple, un manager va pouvoir créer un poste pour obtenir une embauche, par exemple. Alors il y a des workflows de validation. Il va pouvoir également renouveler une période d'essai, proposer une promotion, etc., etc. Donc ils sont vraiment acteurs. Mais tout ça n'est pas très nouveau. Maintenant, ce que l'on fait au sein de l'entreprise, c'est ce qu'on appelle l'intelligence RH. Donc en 20 ans, chez SAP, on est passé au niveau RH de la décentralisation à la globalisation, à la mise sur le cloud et maintenant à ce qu'on appelle l'intelligence RH. Alors qu'est-ce que c'est que l'intelligence RH ? C'est la même chose que ce qu'on applique avec nos clients, c'est-à-dire on appelle ça l'intelligence enterprise. L'idée, c'est grâce au machine learning, l'IoT, l'analytics également, on a beaucoup de data scientists au sein des SAP, adossés aux outils IT existants dans l'entreprise, on permet d'avoir des analyses prédictives sur tout un tas de domaines, donc à nos clients, qui leur permettent de prendre des décisions plus rapides, d'anticiper, etc. C'est la même chose que ce qu'on fait au niveau RH. Je vais vous donner quelques exemples de ce qu'on a déjà ou de ce qu'on est en train de tester en interne, sachant que SAP considère que ses collaborateurs sont les personnes les mieux placées pour tester ces produits. Donc, par exemple, en matière de formation, j'entendais mon prédécesseur de Deloitte tout à l'heure dire la formation, c'est horrible chez Deloitte, je préfère aller chez Google, sur Google, parce que je trouverai plus rapidement. Nous,
en interne, nos applications permettent à nos collaborateurs, via des données qui sont déjà rentrées soit par le collaborateur, soit par la RH, soit par le manager, donc soit basées sur le parcours de carrière du collaborateur, sur ses attentes, sur la stratégie de l'entreprise, notre application est en mesure de donner des pistes de mobilité à nos collaborateurs et de lui donner également comment y arriver, donc le gap entre ses compétences actuelles et les compétences qu'il devrait occuper pour prendre le poste de demain. Et sur cette base-là, de lui proposer également les formations qui existent chez nous, en interne, pour combler ce gap. Donc tout ça est basé effectivement sur des méthodologies apprenantes et des solutions intelligentes. C'était un exemple. Un second exemple que nous sommes en train de tester en interne, il y a excusez-moi, des petits défauts, concerne l'anticipation des départs. On a tous vécu en tant que RH des départs de salariés qu'on n'aurait pas souhaité voir partir ou des mobilités internes qu'on aurait préféré voir différer, etc. Et on sait que tout cela impacte potentiellement le business. En France, si je vous cite un exemple, quand un collaborateur part, pour le remplacer, ça nous prend à peu près 6 mois. C'est-à-dire qu'on a 3 mois à peu près pour rechercher le bon candidat et ensuite on a une période de préavis d'environ 3 mois également. Donc le collaborateur intègre au mieux l'entreprise 6 mois plus tard. Une fois qu'il arrive, il n'est pas non plus opérationnel tout de suite et n'impacte pas positivement le business tout de suite. Et chez SAP, on a un portefeuille de solutions assez grand, donc on estime que c'est à peu près 6 mois aussi pour vraiment atteindre un niveau d'expertise qui porte ses fruits. Donc notre application nous permet désormais d'anticiper ces départs. C'est-à-dire que là aussi, basé sur une solution intelligente et apprenante, notre outil, c'est nous dire, attention, ce collaborateur est à risque. Alors c'est par exemple, je vous citerai un exemple après, ce collaborateur est à risque et il va nous proposer en parallèle, donc est à risque à telle date, en parallèle, qui pourrait être prêt pour la relève et à quel horizon, et moyennant éventuellement quelle formation. Et c'est vrai qu'il existe des choses assez bluffantes actuellement. Moi, j'ai rencontré sur un salon il y a quelques temps une start-up qui faisait le test comme ça, et avec qui j'ai fait le test, et qui me dit, voilà, dites-moi comment vous vous appelez. Il rentre ça dans son système, et il me dit, via tout ce que je vais récupérer sur les réseaux sociaux vous concernant, LinkedIn, etc., je vais vous dire quand est-ce que vous allez changer de poste. Je dis, très bien. Donc on fait l'essai. Et c'est assez drôle parce qu'il me dit ce sera au bout de 3 ans et 11 mois. Et en fait, il s'avère que je venais de démissionner de mon ancienne société et que ça tombait exactement, mais au mois près, c'était exactement ça. Donc basé sur un DRH de votre profil, etc., va quitter son poste. Donc c'est assez intéressant et c'est assez efficace. Alors effectivement, tout ça, vous allez me dire, on le fait déjà. On fait tous avec nos managers, nos comités de direction, des réunions, des sessions pour voir qui est à risque, qui est-ce qu'on doit retenir, comment on pourrait le remplacer, des succession plans, etc. Oui, mais c'est souvent basé sur des données presque un peu subjectives, sur l'intuition, sur ce que le collaborateur nous a dit, et non pas sur des données objectives et factuelles. Un autre exemple de ce que l'on est en train de tester avec nos managers, c'est un coach numérique. L'objectif étant d'améliorer le leadership. Donc ce coach numérique, qui est là aussi basé sur une solution intelligente, va analyser les données de mail du collaborateur, donc là aussi dans le respect de tout ce qu'on appelle le GDPR, et va pouvoir guider le manager. C'est-à-dire qu'il va par exemple lui dire « Tu passes trop de temps avec ce collaborateur qui est senior et plutôt top performer, alors que tu passes pas assez de temps avec ce junior qui aurait peut-être besoin de ton support. » Un autre exemple, il va également analyser les horaires de ses mails, etc. Et s'il voit qu'il envoie un mail à 6h du matin et puis un autre à 2h après le gala de ce soir, il va lui dire peut-être que tu travailles trop tard également, que tu voudrais prendre soin de toi. Donc ça, c'est un deuxième exemple de ce qui s'annonce vraiment dans le domaine RH et qui peut être assez précieux sur la qualité de vie au travail et le bien-être. Un troisième exemple porte sur la partie égalité salariale. On a également un outil qu'on est en train de développer qui va alerter les RH, cette fois, non pas les managers ou les salariés,
mais sur la potentielle inéquité salariale. Donc basé là aussi sur le rôle de la personne, sa performance, son temps de travail, les conditions locales, etc., etc. Et nous avons le même type d'outils qui se préparent sur les préjugés pour éviter les préjugés inconscients lors des recrutements. Donc l'outil va gommer un certain nombre d'informations de manière à ce que le manager ne se concentre que sur les compétences. Donc voilà ce que je voulais partager avec vous sur cette digitalisation qui, finalement, mise en place au sein de notre entreprise, apporte à nos collaborateurs une certaine simplification dans leur manière de fonctionner, leur relationnel avec nous. Et vous allez me dire, tout ça c'est bien beau, mais est-ce que finalement vos collaborateurs sont contents de ça? Qu'est-ce qu'ils en pensent, etc. Alors on fait très très régulièrement des enquêtes auprès de nos collaborateurs. Et effectivement, on a 90% de nos collaborateurs qui estiment que notre système est déjà facile d'utilisation. D'autre part, nos managers considèrent que c'est vraiment une solution globale de bout en bout. Le taux de satisfaction client interne a été augmenté de 15% depuis qu'on a mis l'ensemble des données sur le cloud. C'est-à-dire que tout est accessible de n'importe quel device chez nous. Donc par exemple, une demande de congé, vous la saisissez en tant que salarié de votre portable, le manager reçoit un workflow et il peut l'approuver dans sa voiture. Et en parallèle, qui est aussi intéressant pour nous, fonction RH, c'est la baisse aussi des tâches administratives RH. Donc elles ont baissé de plus de 35% avec toute cette digitalisation. Donc tout ça, c'est très bien. La standardisation, la simplification, le cloud, ça permet à nos collaborateurs de gagner en efficacité, de gagner en simplicité, de se concentrer, je dirais, presque plus sur nos clients. Donc notre objectif, c'est aussi d'encourager nos collaborateurs à être acteurs, c'est-à-dire à eux-mêmes faire les choses et à se préparer au changement de demain. On est tous conscients, je pense, que la transformation qu'on vit ne va pas s'arrêter, voire potentiellement va s'accélérer. Et je crois que les meilleures cartes qu'on peut donner à nos collaborateurs, c'est vraiment de développer leur adaptabilité. Donc, évidemment, cette digitalisation ne se substitue pas du tout au RH. C'est juste un moyen d'enrichir la relation entre l'entreprise et le collaborateur et de répondre assez rapidement à un certain nombre de points. La digitalisation, chez nous, a finalement conduit à une réhumanisation de la fonction RH. C'est-à-dire qu'on est beaucoup plus présent pour nos collaborateurs, mais sur des choses à valeur ajoutée parce qu'on a gagné du temps. On ne fait plus de data crunching, de reporting toute la journée où on essaye de réconcilier les datas. Ça n'existe plus. On ne fait pas tout ça. Donc vous allez dire comment vous faites, du coup, pour accompagner vos collaborateurs. Alors là aussi, on fonctionne comme avec nos clients, c'est-à-dire qu'on a un mode collaboratif. On ne met aucun, comme je vous le disais tout à l'heure, programme, outils, initiative en place sans avoir échangé avec nos collaborateurs ou nos managers en fonction des outils. Et comment on le fait? On le fait via design thinking. Donc on réfléchit avec nos collaborateurs systématiquement à leurs attentes. Alors, le design thinking, c'est bien beau. Vous en avez, je pense, tous testé peut-être une fois dans votre vie. On fait une section super ludique, interactive, on met des post-it partout, etc., etc. Et puis on ne voit jamais rien de ce qui en ressort. Alors évidemment, la clé du design thinking, c'est d'avoir un objectif clair quand on rentre dans la salle, d'avoir un certain nombre d'input à la sortie, de retour des collaborateurs ou des managers, et de revenir vers eux avec la mise en place du programme. Et sur cette base-là, on a mis un certain nombre d'initiatives côté RH qui sont alors soit innovantes, soit intéressantes, vous me direz. La première est relative à ce qu'on appelle alors l'évaluation de performance. Tout le monde a un entretien d'évaluation de performance, généralement annuel. On a arrêté ceci chez SAP depuis 2 ans. C'est-à-dire que maintenant, on a ce qu'on appelle du dialogue en continu. Et ça, on l'a fait sur la base de feedback de nos salariés. Il est vrai qu'il y a des entreprises qui ont arrêté les évaluations de performance, qui reviennent
on voit à peu près de tout, je dirais. Il y a celles qui continuent à faire des évolutions de performance annuelles. Et nous, nos collaborateurs ont exprimé le fait qu'ils avaient besoin d'avoir des retours en permanence, vu que justement tout change très vite, les objectifs peuvent changer, les priorités changent, tout change très vite. Ils ont besoin de retours en permanence et multisources, c'est-à-dire pas forcément que de leur manager, de leur pairs, des clients chez lesquels ils travaillent, etc. etc. Donc ce qu'on appelle le SAP Talk chez nous, donc le SAP Talk, c'est à l'initiative soit du collaborateur, soit du manager. On impose d'en faire au moins 4 par an. Donc l'idée, c'est pas de discuter comme on le faisait dans un entretien annuel classique que de la performance et des objectifs, c'est aussi de discuter du développement de nos salariés. Et sur cette partie de développement, ce que l'on fait au-delà de ce que propose notre application en termes de formation, de e-learning et de formation en face à face, on propose aussi beaucoup de peer learning. On se rend compte qu'effectivement, nos salariés apprennent beaucoup plus au contact de nos autres salariés, finalement, que dans une session très, très formelle de formation. Et donc, par rapport à ça, on a mis un autre programme en place, qui est un programme de fellowship. Alors, qu'est-ce que c'est que le fellowship ? C'est en fait la possibilité pour un de nos salariés de rejoindre une autre équipe pour apprendre, tester pendant 1 à 6 mois en fonction un autre métier, découvrir. Alors ça peut se passer dans le même pays ou dans un autre pays, ça peut être aussi une expérience à l'international. Et vraiment, il y a une sorte de transfert de connaissances entre nos collaborateurs et ces sources d'agilité. Et ça marche très très bien. Je vais vous citer un exemple d'ailleurs dans mon équipe. Dans l'équipe RH, la directrice de la formation a rejoint l'équipe Pre-Sales, donc sur notre application RH, pendant 6 mois, parce qu'elle se posait la question de passer peut-être Pre-Sales. Bon, il s'avère que finalement, elle a décidé de ne pas continuer dans cette voie, mais vous allez voir, récemment, cette équipe-là avait un pic d'activité, et ils sont venus me voir pour me dire, écoute, est-ce que tu peux nous prêter Carole pendant 2 semaines pour qu'elle nous prête main forte sur le sujet ? Et ce qu'on a fait bien volontiers, puisque le business passe avant tout, évidemment. Donc c'est vraiment quelque chose qui permet de développer les personnes, et ça se fait assez facilement, en tout cas dans la culture des SAP, parce qu'après, ça dépend, c'est l'organisation de départ qui paye, qui continue à payer la personne. Donc un autre programme qui a été développé au niveau des SAP au niveau mondial, et là qui a un objectif, on va dire, sociétal. On se rend compte que nos salariés sont vraiment attachés à la diversité des activités, mais aussi sont en quête de sens. Je pense que c'est un peu partout actuellement. Ce qu'ils ont envie de voir, c'est quel est l'impact concret de ce qu'ils font au quotidien. Alors, sur l'entreprise, ses attentes, ses résultats, sa stratégie, oui, mais aussi plus largement. Comment ils contribuent à la société au sens large. Et le programme 1 Billion Lives, qui a été proposé par SAP à ses salariés, c'est un programme qui permet au niveau mondial, de proposer, que nos collaborateurs proposent un projet, donc ils construisent des équipes projets qui sont souvent très très variées, c'est-à-dire qu'on peut avoir de sales, des personnes du marketing, des personnes du développement, et ils proposent un projet sociétal, c'est-à-dire qui vise à améliorer le monde. Et c'est ce qui se passe donc 1 fois par an. On a des salariés qui proposent par exemple comment tester, améliorer les tests de médicaments contre le cancer, comment anticiper comment ça s'appelle au Japon, les séismes au Japon, etc. Donc ce programme-là, on détache les salariés pendant plusieurs semaines une fois que leur projet est sélectionné dans une première partie, on les détache pour qu'ils travaillent avec des coachs, du marketing, des personnes qui les aident à faire des démos, etc., qui fassent mûrir leur projet. Donc on les détache pendant 6 semaines. Ensuite, il y a une nouvelle présentation de leur projet. Si ce projet-là est sélectionné, l'entreprise, avec des financeurs aussi externes, décide de s'investir, d'investir sur le projet, et on détache nos salariés pendant 1 à 2 ans complètement sur le projet. Donc en fait,
L'objectif, c'est à la fois, ils ont un engagement sociétal, à la fois, on se dit qu'ils peuvent développer des choses intéressantes qu'on pourra intégrer dans l'entreprise, et eux vivent une expérience qu'ils n'auraient jamais vécue par ailleurs et qu'ils auraient peut-être fait dans le cadre d'une start-up, etc. Donc en fait, on développe presque notre start-up interne. Ça, donc, c'est un certain nombre d'exemples de ce que nous permet de faire la digitalisation, puisque finalement, on ne se concentre pas sur plein de choses qui n'ont pas tellement de valeur ajoutée, mais on se concentre plutôt à essayer de mettre en place des projets, des initiatives qui répondent à ce que recherchent nos salariés. Donc évidemment, chaque société, les salariés ne recherchent pas la même chose. Donc voilà ce que je voulais partager avec vous sur la symétrie des attentions. Et je crois que vraiment... Ce qui est important, c'est effectivement de donner les outils. Alors, les outils digitaux, c'est une chose, mais vraiment la boîte à outils à vos collaborateurs pour les aider à s'adapter au monde de demain, parce que le monde va continuer à se transformer. Et finalement, comme le disait le monsieur de Deloitte précédemment, une formation, tout ce qui est hard skill ne va pas finalement durer très longtemps. Il faut se renouveler en permanence. Et donc, du coup, c'est les capacités d'adaptation qui sont importantes actuellement. Donc c'est un gros chantier culturel, je pense aussi, selon les entreprises. Et c'est ça le challenge de demain pour moi, en tant que DRH. Voilà ce que je souhaitais partager avec vous. Merci. Est-ce que vous avez des questions? Autonome. Oui? Je vous en prie. Test. Non. Si, là, je crois que ça marche. Là. Allô? Oui, là, ça marche. Merci beaucoup pour ce partage. C'était vraiment très enrichissant. Je voudrais vous poser une question concernant l'intelligence artificielle, qui est le thème, en fait, de cette année, pour savoir si vous avez commencé, vous, en tant que DRH, à réfléchir sur, justement, l'évolution et l'introduction de la robotisation et de l'intelligence artificielle dans le management chez SAP, comme l'ont fait L'Oréal et d'autres sociétés, Veolia, etc. Et comment vous voyez en fait le management mixte, robot humanisé et humain robotisé à l'avenir? C'est une très bonne question. Alors, dire qu'on ne réfléchit pas quotidiennement sur le sujet, mais ça fait partie de toute façon aussi de la culture des SAP, dans le sens où on est quand même dans le domaine de l'IT et de l'intelligence artificielle. On est une société qui est très très matricielle, donc on a des salariés managés à peu près de partout, très silotés. Et notre objectif, comme beaucoup de sociétés, c'est de créer des synergies, de décloisonner, de désiloter. Pour ce faire, je dirais presque qu'on en revient aux bonnes vieilles méthodes de mettre tout le monde dans la même salle. Par contre, on a une activité qui fait qu'on fonctionne beaucoup en équipe projet. Donc on a vraiment un management effectivement qui est hiérarchique, oui, mais qui est aussi assez transversal. Donc tout le monde est tourné vers l'objectif de l'entreprise et vers le client. Et ensuite, on arrive à constituer des équipes assez facilement. Donc en fait, ça se fait assez naturellement chez nous. Et on a un management assez participatif, assez ouvert. Donc c'est pas une culture française, parce que la culture française c'est très hiérarchique. C'est plutôt les galons. Chez SAP, c'est une culture plutôt anglo-saxonne, donc plutôt ouverte, avec l'open door policy. Donc je dirais que ça se fait assez naturellement. Je ne sais pas si ça répond à votre question. En fait, la question, c'est de gérer à la fois des objectifs d'humains et des équipes mixtes où il y aura aussi des choses qui seront faites. Oui, directement par les outils. Mais c'est déjà le cas chez nous. Du coup, on a déjà beaucoup de choses qui sont faites par nos applications. Donc, on vit déjà avec ça au quotidien. Donc, la data ne pose pas de problème. Et ce que propose effectivement tout ce qui est lié à l'intelligence artificielle, on fait confiance. Donc, ça se passe plutôt naturellement chez nous.
qu'il y a d'autres remarques? D'abord, merci pour votre présentation très intéressante. J'ai 2 questions. Vous avez dit d'abord que vos salariés vous ont demandé de laisser tomber l'entretien annuel de performance et de passer à une sorte d'évaluation continue. Concrètement, comment est-ce que ceci a eu lieu? Parce que vous avez par des enquêtes, en fait. Alors, on a fait à la fois une étude au niveau mondial avec des spécialistes et à la fois une enquête auprès de nos collaborateurs. D'accord. Voilà. Et sur cette base-là, en fait, au sein des SAP, on est une société qui testons les choses aussi. Donc, si ça ne marche pas, on arrête. Mais si c'est ce qui est demandé, on teste. Et après, on fait de nouvelles enquêtes pour s'assurer qu'effectivement, ça correspond bien aux attentes. Et c'est ce qui se passe. D'accord. Donc, ceci a eu lieu, ça fait combien de temps 2 ans. D'accord. Donc, et après, pour tester l'efficacité de ce nouveau mode d'évaluation, est-ce que vous avez fait une nouvelle enquête? Oui, tout à fait. Et c'est là où on voit que 90% de nos salariés considèrent que ce nouveau système est une amélioration par rapport au système précédent. Alors, autre question, est-ce que je pense qu'un des critères qui sera encore pertinent, c'est de voir l'impact en termes d'évolution de la performance de vos collaborateurs ou de leur évaluation par le manager après le passage à ce nouveau mode. Est-ce que vous avez fait ce genre d'évaluation? Vous pensez à le faire? Alors, en fait, ce qui est d'un point de vue RH parfois un peu perturbant, c'est qu'on a tendance parfois, pour faire un certain nombre d'exercices, par exemple Succession Plan ou Top Talent ou que sais-je, s'appuyer sur les évaluations et les ratings ou ce genre de choses. Alors effectivement, on ne dispose plus de ces éléments-là. Donc on fait dans ce cas-là ce qu'on appelle des roundtables avec les managers, où on fait toujours des exercices quand même de calibration entre les personnes pour s'assurer qu'on a une bonne vision partagée de leur performance, mais il n'y a plus de rating associé. Mais on continue à faire des exercices collaboratifs en fait avec nos managers et on ne se base pas juste sur une note dans un outil. D'accord. Vous avez aussi dit autre chose que désormais ce n'est plus uniquement le manager qui évalue un collaborateur donné, mais ce sont ses pairs, enfin les autres parties en tout cas, prenantes. ils font des retours. C'est-à-dire que on a le collaborateur, tout comme le manager, peuvent susciter le retour d'un client, d'un pair, d'un autre manager. Alors, en toute transparence, hein, c'est visible et de l'employé et inversement du manager. Et les retours sont également visibles. Et est-ce que les retours des pairs et les retours des clients ou des fournisseurs ou des autres parties prenantes avec lesquelles le collaborateur interagit, est-ce que ce genre de retours sont pris en compte par la suite? Oui, en tout cas, dans l'échange entre le collaborateur et le manager, effectivement, ces retours sont évoqués pour voir justement s'il y a des axes d'amélioration à prévoir et éventuellement des plans de développement associés. Ce que je veux dire, est-ce que vous pensez, peut-être que vous ne le faites pas actuellement, mais est-ce que vous pensez dans le futur, dans une sorte d'entreprise organisée en mode réseau, que le retour des collaborateurs ou des membres de l'équipe avec lesquels je travaille pourra être aussi important que le retour du manager, parce que finalement... Oui, mais c'est le cas. C'est vraiment pris en compte de la même manière que le retour du manager pur. C'est-à-dire qu'on considère que de toute façon, le travail en équipe est clé. Donc si quelqu'un est un génie, mais qui ne sait pas travailler avec son environnement, il lui manque une qualité qu'il faut développer. D'autres questions ou remarques? Non. Écoutez, merci beaucoup.